On est sur le territoire du centre hospitalier de Béziers. Il nous a semblé normal de les valoriser en premier, ou en première, j'ai envie de dire, même si ça s'en serait passé, de commencer en première. En tout cas, je vais demander à effectivement Mounia Vernier et Marina Goncalves de venir sur scène avec moi pour parler d'un projet, un beau projet sur la dimension sociale de la RSE, c'est-à-dire l'égalité femmes-hommes. Et vous allez commencer à prendre l'habitude avec moi. Je vais vous demander de les applaudir parce que ça donne du courage et que c'est toujours apprécié. Merci beaucoup. Mounia, je vous en prie, asseyez-vous. Marina, je t'en prie, assieds-toi aussi. Tu as un micro devant toi. Ce que je te propose, c'est que tu me dises quand tu veux que je passe les diapos. Et puis, j'ai envie de dire, la parole est à toi, à vous. Bon, merci, bonjour. Tout d'abord, je voulais quand même excuser Madame Bach qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais que, quand même nous a aidé aussi à faire ce support que vous allez tous voir. Donc, mais bon, je voulais quand même l'excuser auprès de vous. Diapo ? Allez. Bon, alors, on va parler d'un sujet que, bon, depuis 2017, il faut dire aussi que ça a été aussi la cause nationale de notre président, hein, Emmanuel Macron, qui a souhaité qu'on aborde ces sujets et qu'on crée des parités dans les entreprises. Donc, plusieurs textes ont surgi, plusieurs actions aussi. Donc, je vais passer très vite hein, sur les lois et tout. Donc, le congé paternité qui est arrivé quand même en juillet 2021. Et plus récemment, donc encore la semaine dernière, donc Frédéric Valletoux, donc notre président délégué de la santé, ministre délégué, pardon, voilà, donc a quand même créé une série de mesures justement pour lutter contre les violences sexistes dans le milieu de la santé. Voilà, donc diapo. Donc, en fait, ce sujet-là, on voit bien que les femmes, elles sont bien représentées dans tous les secteurs. Et notamment, ça, c'est une étude qu'on a pu constater dans les métiers de première ligne lors de la crise du Covid. Quand même, on constate que les femmes, elles sont bien représentées dans les secteurs auprès vraiment des personnes qui sont en difficulté ou qui ont eu besoin d'accompagnement spécial pendant cette crise. Diapo. Alors, on en est où au niveau des fonctions publiques d'État? Donc, on voit quand même que les meilleurs élèves, c'est quand même notre fonction publique, la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, 49,1 est représentée par des femmes. Donc, diapo. Alors voilà, donc on va parler maintenant de ce qui se passe à l'hôpital de Béziers. C'est un sujet aussi que je maîtrise peut-être un peu mieux. Donc en 2021, on commence à s'intéresser à cette question à l'hôpital de Béziers. C'est pas qu'avant il n'y avait rien, c'est faux, hein. Mais quand même la démarche elle commence à se structurer. Donc elle est impulsée quand même par le DG et par le président de CME. Donc tout le pilotage stratégique, déjà, il y a eu besoin de créer un binôme parce qu'on s'est dit ça concerne tout le monde, aussi bien les médecins que les autres métiers. Donc déjà, la gouvernance, elle est impulsée par un binôme DG et médecin. Ensuite, on a créé quand même des chefs de projet. Et là aussi, on retrouve un duo médecin et DRH qui sont chargés du pilotage et de la déclinaison stratégique. Et ensuite, on a fini quand même pour créer, et alors c'est une obligation quand même pour les établissements d'avoir une référente égalité, justement, qui anime les groupes de travail en fonction des sujets. Donc, cela a quand même donné lieu à un plan d'action, donc Agir pour l'égalité de 2021-2024. On doit faire notre premier bilan de ce plan cette année et rédiger un nouveau qui ira sûrement jusqu'à 2028.
Et tout ça, donc toutes ces actions nous ont permis d'obtenir en 2023 le label AFNOR, donc label égalité. Diapo. Donc tout ça juste pour illustrer un petit peu ce qui se passe à l'hôpital de Béziers, parce que du coup nous avons mis quand même des indicateurs de suivi. On a inscrit aussi sur notre baromètre social auprès de la NFH des questions justement par rapport à des sujets d'égalité. Et tous les ans, on fait quand même un rapport de situation comparé. Donc, la rémunération, on voit bien qu'il y a encore des écarts. Et je vous laisse deviner, en fait, la part des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l'établissement, quelle catégorie professionnelle ça concerne. Donc, je ne vais pas m'avancer ici, donc je vous laisse tous y réfléchir. Vous me direz si vous avez trouvé la réponse. Diapo. C'est juste une remarque dans le sens où ces chiffres sont présents malgré une forte implication de l'établissement et une démarche très proactive au niveau de l'égalité homme-femme. C'est un constat pour l'instant sur lequel on essaye de travailler, bien entendu, mais effectivement, les historiques des rémunérations, des statuts des hommes et des femmes ont été longtemps très, très écartés. Là, l'écart, on l'a vu, se réduit sur les rémunérations et j'espère aussi un jour vous présenter au niveau des 5 meilleures des 10, mais même des 5 meilleures rémunérations, un nombre un peu plus positif au niveau de l'écart homme-femme. Et en fait, là, il est bien illustré et on comprend mieux pourquoi on a 0 femmes. Donc, en fait, sur les postes d'encadrement hors médecin, on est très bien représenté au niveau des femmes, mais après, dans la répartition des chefs de pôle, ça chute. On passe de 57 pour les autres cadres, alors que chez les chefs de pôle, elles sont que 22% aujourd'hui. Voilà. Diapo. Et donc sur le côté opérationnel et sur les actions qu'on a pu décliner, donc, alors qui a été validé quand même en instance, ça a été travaillé quand même avec les partenaires sociaux, c'est une démarche qu'on ne peut pas non plus porter tout seul, sinon ça s'arrête dans nos bureaux, dans nos salles de réunion, donc ça se décline aussi sur le terrain. Donc on a quand même proposé, et ça a été validé, des nouvelles règles pour la promotion des grades. Donc la proportion de femmes-hommes, elle est évaluée et donc en fonction réajustée. On a créé un dispositif pour l'accompagnement pour les femmes enceintes. En fait, on s'est rendu compte dans les unités de soins, en moyenne à 4 mois de grossesse, on s'arrête. Mais alors, des fois, juste, elles n'avaient pas de tenue adaptée. C'est quand même dingue. Donc des pantalons serrés, des choses comme ça. Donc on a revu quand même ce genre de choses. On leur propose des postes aménagés. Et en plus, ce qu'on a proposé aux encadrants, c'est de les sortir des effectifs pour qu'elles puissent être remplacées. Et du coup, elles se culpabilisent aussi moins. Elles sont affectées aujourd'hui à la DRH. Et donc, l'encadrant, il peut demander le remplacement de la personne. Pour tout ce qui est donc conflit au travail, agissement sexiste, harcèlement moral et sexuel, on a créé un dispositif avec un gros plan de communication interne par contre, qui s'appelle OSE, donc dispositif orientation, signalement, écoute, traitement. Voilà, qui permet, si vous voulez, voilà, vous pouvez déclarer des agissements qui ne sont pas corrects dans une cellule de veille, d'écoute. C'est anonyme, donc, et ensuite c'est traité selon les cas avec une conciliatrice, un médiateur selon le dispositif.
voilà, ça peut mener à des enquêtes. Et d'ailleurs, juste un petit chiffre, c'est qu'on en a traité 10 cas en 2023. C'est pas anodin. Mais en même temps, ça a permis quand même ça a libéré un peu aussi ces questions-là au sein de l'hôpital. Donc, il y a quand même une écoute. Et puis, les agents, ils sont contents parce qu'ils ont, du début à la fin, ils ont la suite, ce qu'on fait au fur et à mesure. Ils sont reçus, ils sont accompagnés justement par la référente égalité qui fait vraiment du début à la fin un gros travail. Ensuite, on a créé quand même aussi une sensibilisation via une plateforme digitale ludique, vraiment sur le ton, vraiment humoristique. C'est vraiment très accessible à tout le monde, sur des petites questions du genre qu'on ne se pose pas au quotidien et qu'on a tous tendance à effacer. C'est dans nos pratiques, c'est culturel. Voilà, et ça remet un peu en question tout ce genre de choses. Donc la campagne de communication osée, bon, je ne reviens pas, ça a été vraiment quelque chose qui a été porté par tout le monde, les encadrants aussi, avec des affichages, d'ailleurs vous en envoyez une là. Le dispositif de bienveilleuse, bienveilleur. Alors ce dispositif, il a été aussi créé parce que des fois, ça n'a pas besoin de déclencher le dispositif orientation, signalement, écoute, traitement. En fait, l'agent, il a juste besoin de discuter ou que quelqu'un puisse l'aider pour lui dire il y a tel dispositif, et juste faire des fois un peu de lien et de communication. Voilà, donc ça permet de ne pas arriver vraiment au dispositif osé et désamorcer une situation qui pourrait plus tard devenir plus compliquée. Et ensuite, voilà, fédérer et construire un réseau. Donc, c'est le cas déjà aujourd'hui avec l'ARS. On fait des partenariats avec l'ARS justement sur ces questions-là. Je suis là aujourd'hui aussi pour le porter un tout petit peu. Voilà, et d'ailleurs, Madame Barr, Oïdi Scarpati m'ont dit si besoin de renseignements supplémentaires, le réseau c'est important, le partage d'expérience est important. Donc voilà, on tient vraiment à communiquer sur ces actions. Et ensuite, les dispositifs, ils ne sont pas exhaustifs, mais je finis aussi quand même par une action qui pour moi est importante aussi, c'est la formation et la sensibilisation à ces sujets, donc auprès des agents, mais aussi des encadrants. Voilà. Diapo. Alors, concrètement, dans les services logistiques de l'hôpital de Béziers, alors j'ai mis quand même cette image. Alors, il y avait des collègues qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais c'était juste pour dire les stéréotypes quand même qu'il peut y avoir encore aujourd'hui dans ces secteurs-là. Et en plus, bon, le secteur de la logistique, je ne vais pas vous l'apprendre quand même, il est issu du service militaire qui étaient les pilotes et qui étaient gérés pour la plupart, c'était des hommes, quoi. Donc voilà, on ne va pas se mentir. Donc il y a quand même encore quelque chose à déconstruire. Et donc en 2014, quand même, seulement 17% des femmes occupaient des postes logistiques. Et alors, uniquement 2 sur le secteur du transport. En 2023, ça s'est beaucoup arrangé, mais on voit quand même sur les postes exécutifs, elles ne sont que 26%. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Donc, à l'hôpital de Béziers, quand même, en 2021, donc c'est-à-dire avant que cette démarche prenne de l'ampleur, soit déclinée sur le terrain, aucune femme travaillait au service du transport. Et une seule femme représentait les services logistiques sur 12 encadrants. Et après, j'ai quand même mis la petite parenthèse sur le service bio-nettoyage qui est quand même aujourd'hui, les gens ils pensent souvent il n'y a que des femmes. Donc avant il y en avait 20% d'agents masculins. Aujourd'hui on a atteint quand même une proportion de 40%. Donc on voit quand même que les choses cheminent. Donc, et qu'aujourd'hui, c'est qu'avant même, on pouvait être un peu,
Ah, tu travailles au bio-nettoyage, tu fais du ménage, mais comment ça se fait? Tu es un homme. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus ce genre de... Les gens, ils se sentent plus à l'aise de travailler sur ces postes-là. Et également, donc, 2 femmes ont intégré le service transport et j'en suis vraiment très fière d'elles. Elles font un travail formidable. Et 3 cadres représentent les services logistiques. Diapo. Et en fait, comment on a pu améliorer, et j'espère qu'on continuera d'ailleurs à améliorer, donc c'est en sensibilisant déjà, vraiment, en communiquant aussi. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, tout le monde le connaît, hein, on a du mal à recruter. C'est pas que les secteurs, ça ne concerne pas que les secteurs privés, les secteurs aussi logistiques et notamment sur le secteur du transport. J'ai pas besoin de faire un dessin. Donc il y a quand même voilà, aussi un enjeu de continuité et de pérennité de nos services. Donc si on n'arrive plus à recruter, à un moment donné, on ne va pas pouvoir faire des miracles. Donc c'est aussi un avantage de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on communique davantage aussi sur ces services qui sont souvent voilà, stigmatisés. Les gens ils pensent justement qu'ils sont dédiés qu'aux hommes. Donc on communique davantage. On accompagne aussi les projets professionnels. Alors on a quand même de plus en plus de demandes de stages d'immersion dans nos services justement. On va déployer aussi à court terme, au moyen terme, je ne sais pas, mais des Vie ma vie, justement, pour que les gens puissent aussi s'imprégner. Et je leur conseille fortement, parce que des fois aussi, à contrario, on a des gens qui pensent qu'ils viennent, c'est juste, oh, c'est bien, c'est tranquille, c'est si. Bon, venez déjà voir et après on en parle. Mais après, voilà, on voit quand même des choses émerger, des femmes qui ont des vrais projets. Et donc, on les soutient justement en ouvrant l'accès à la formation, à des permis poids lourds, par exemple, notamment sur le transport. Donc, voilà. Et donc, ça permet aussi d'améliorer et de renforcer les conditions de travail. On est juste en train de parler d'équité, je ne parle même pas ni d'égalité, on donne juste les moyens à tout le monde de faire son travail correctement. Donc, on a quand même une réflexion sur nos achats. Voilà. Et donc on crée des environnements aussi adaptés aux femmes. Donc c'est-à-dire, il y avait encore des services qui n'avaient même pas de vestiaire pour les femmes dans certains secteurs logistiques. Donc on est en train d'inventorier, ça s'est amélioré, c'est pas parfait encore. Bon, après tout le monde connaît aussi les contraintes, mais voilà, on a cette réflexion aussi. Et puis, bon, j'en reviens à nouveau avec la formation et la sensibilisation des encadrants et des agents des services logistiques. Et pour conclure, donc, j'y crois vraiment à l'égalité. Et puis, je trouve que c'est une égalité pour tout le monde. C'est ça mon pari. C'est pas forcément une égalité pour les femmes. C'est vraiment une mixité qui est bénéfique pour tout le monde. Parce qu'on a vu aussi que dans ces services-là, il y a notamment davantage, plus d'écoute et de communication. Il y a un partage d'expérience parce que, bon, c'est normal. Nous, les femmes, on ne voit pas forcément les mêmes choses, on ne ressent pas les choses. Donc, ça fait aussi une ouverture d'esprit. Moins de TMS. Parce que justement, on va se poser des questions, comment on peut donner les moyens à tout le monde de bien faire son travail. Et donc, on va se questionner sur des matériels adaptés, justement, pour faire et réduire les TMS. Et puis, voilà, les vrais enjeux aujourd'hui, attractivité des services logistiques, donner envie de travailler dans ces services. Et puis bon, il y a toujours une question aussi d'image qu'on renvoie à l'image établissement et services logistiques. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci à toutes les deux. Christophe, voilà, nickel. Il y avait la phrase, si tu veux la commenter, Marina ou Mounia? Parce que j'avais trouvé ça intéressant. J'avais mis autre chose, mais elle m'a été soufflée par ma collègue que je regrette vraiment beaucoup, qui ne peut pas être là aujourd'hui, donc Elise Carpati. Parce qu'en fait,
il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites et souvent, bon, quand on voit les stats quand même, 2014-2023, il y a une énorme progression et je crois que c'est que le début et les choses, elles peuvent que s'améliorer. Donc, il faut le valoriser et voilà. Donc, Très belle phrase de conclusion, merci. Vous pouvez applaudir, ça fait toujours plaisir. Bravo Marina, bravo Mounia. On va juste changer de diapo, s'il vous plaît, Colette et Christophe, diapo suivante, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir le QR code au besoin. Je commence à avoir des questions, donc c'est top. Donc merci pour cette présentation. J'ai plein de questions, j'ai trouvé ça personnellement très intéressant, j'imagine que vous aussi. Comment ça a été perçu par vos équipes? Alors j'imagine que ça a été bien perçu. J'enfonce une porte ouverte, mais à l'inverse, est-ce que vous avez eu des réticences? Est-ce que certaines personnes n'ont pas compris l'enjeu ou préféré comment c'était avant? Juste une petite notion avant de répondre à votre question. J'ai laissé la parole à Marina, puisque moi je suis arrivée il y a à peu près 9 mois bientôt, et que effectivement il y a un historique sur l'établissement, sur le CH de Béziers, sur cette démarche qui date depuis bien avant 2021, mais la vraie officialisation de la démarche égalité homme-femme est depuis 2021. Donc comme elle était là avant moi et qu'elle a participé à cette démarche, je tenais vraiment à ce qu'elle en fasse le récit. Maintenant, la question, c'était sur les équipes. Pareil, moi pour l'instant, à l'instant T et de manière très factuelle, au niveau des équipes, c'est plutôt bien pris et même attendu. Mais que ce soit du côté homme ou femme, pareil. On voit effectivement aujourd'hui, tout comme la société en général évolue là-dessus, et bien, la micro-société du CH, c'est pareil, ça évolue. Et il y a une véritable demande de mixité parce que les potentiels sont partout, chez les hommes et chez les femmes, et les compétences, même si elles ne sont pas toujours les mêmes, elles se complètent souvent. Et il y a véritablement un engouement par rapport à cette question. J'ai une question justement qui va pouvoir me faire la transition sur les métiers, des métiers physiques avec une pénibilité liée à la manutention des charges. Faut-il viser l'égalité homme-femme? Alors là, je vais tout simplement donner mon avis propre. Okay. Je pense que oui. Et après, comme pour les hommes, comme pour les femmes, les accidents existent et il y a possibilité d'adapter les postes, quel que soit le métier, qu'il y ait manutention ou pas. On voit de plus en plus de femmes conduisant des poids lourds et devant livrer de grosses palettes. Maintenant, la technologie fait aussi qu'il y a une grande aide à ce niveau-là. Et si elles en éprouvent le souhait, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire. Juste si je peux me permettre de compléter, c'est ce que j'ai dit quand même, ça a été un déploiement que je pense est au service de tout le monde. Les hommes, ils en souffrent au travail aussi, hein. Attention, hein. DTMS, c'est la réalité du terrain pour un homme ou une femme. Donc oui, elles doivent intégrer et on doit pouvoir accompagner tout le monde pour améliorer les conditions de travail. Et justement, dans cette forme d'accompagnement, il y a les bienveilleurs, et ce sont plutôt des cadres, des agents, les deux? Ce sont des volontaires. Alors, ce sont des volontaires et souvent, quand même, ça peut être même des intervenants extérieurs selon le lien de hiérarchie ou de positionnement. Voilà, si ça se passe à la DRH, on ne va pas mettre une conciliatrice ou une bienveilleuse qui est à la DRH. Il faut des fois aussi prendre un peu de recul sur les situations. Donc, on y fait attention quand même. J'aimerais faire un peu un parallèle avec l'actualité, parce qu'on entend parler aujourd'hui du MeToo à l'hôpital. Alors, ça concerne plus les soignants, mais est-ce que vous, ça impacte aussi les fonctions logistiques? Est-ce que peut-être vous, dans vos établissements aussi, le MeToo à l'hôpital, comment ça se passe chez vous? Alors, sur les fonctions logistiques, fort heureusement, je n'ai pas traité ce sujet encore. Je l'ai dit quand même, on a traité 10 signalements en 2023. Alors, on ne peut pas dire que qui concernent les deux genres, hein, mais on ne peut pas dire que les choses sont parfaites. Hein. C'est faux, sinon ce dispositif
Voilà. Donc, le MeToo à l'hôpital de Béziers, on est tous concernés, bien sûr. Mais après, c'est peut-être différent, parce que chez les soignants, il y a cette un peu cette hégémonie, on va dire, des médecins vis-à-vis peut-être des soignants moins qualifiés. C'est peut-être moins vrai cet écart, on va dire, de représentation et de hiérarchie dans les fonctions support, ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a pas... Je pense que ça peut se passer à tous les niveaux, hein. Tout est très fragile et je ne suis pas sûre. Après, il faut savoir aussi que les soins, ça représente environ 75% du personnel hospitalier. Donc, le ratio, il se fait, c'est juste une question de proportion. C'est normal qu'on en ait plus chez les soignants puisqu'ils sont plus représentés. Juste pour revenir encore sur les bienveilleurs, quelqu'un me demande quels sont concrètement les exemples d'intervention. Sur le bienveilleur, alors ça peut être par exemple un conflit au sein d'un service. Donc, qui a juste besoin de faire un lien de communication. Des fois, on ne se parle plus et chacun reste sur ses positions. Donc, avant qu'on arrive au dispositif osé de signalement et tout ça, il y a quelqu'un qui écoute, qui lui conseille. Des fois, il peut y avoir par la suite des conciliations, des choses comme ça. Vraiment, l'objectif, c'est de ne pas arriver au signalement ni à quelque chose qui après, voilà, c'est une autre démarche complètement différente. Concrètement, c'est effectivement ou l'agent ou son cadre qui va le signaler au supérieur, et avant d'entamer quoi que ce soit, on va juger de la situation et faire appel à un volontaire bienveilleur. Donc ça peut être aussi bien au sein de l'hôpital, donc un service tout autre, ou quelqu'un de l'extérieur qui a été recensé parmi les bienveilleurs. Alors peut-être avant de vous donner la parole, comme je l'avais dit, quelqu'un le dit, c'est vrai, je suis pour la parité homme-femme au sein des services logistiques, mais ne serait-ce qu'au niveau des candidatures que je reçois, je n'ai pas de CV féminin. Donc c'est un peu ce que tu disais, Marina, oui. Que ça dépend aussi de l'autre côté, le côté candidat, quoi. Oui, effectivement, c'est je pense que communiquer sur ce genre de démarche peut permettre l'attractivité aussi au sein des services logistiques. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est savoir écouter les agents sur un désir de mobilité. On peut avoir, dans un sens ou dans l'autre, un aide-soignant qui veut passer du côté logistique aussi parce que ça l'intéresse davantage, et au niveau logistique, quelqu'un qui veut être formé aux soins parce que aujourd'hui il se sent plus proche du patient, ou voilà. Donc c'est aussi en interne qu'on recherche nos ressources, et pourquoi pas des mobilités c'est ce qui nous est arrivé le plus souvent au sein de l'hôpital, qui permettent cette mixité en tout cas. Et une visibilité par rapport à l'extérieur. Si on communique bien sur cet état de fait, effectivement, ça peut faire venir des gens de l'extérieur. Et ensuite, je complète quand même. Il y a des écoles aujourd'hui qui font des campagnes aussi justement sur les métiers logistiques, et notamment sur les femmes sur les métiers logistiques, l'AFTRAL. Donc, par exemple, je cite une des écoles. Donc voilà, il faut aussi peut-être savoir travailler avec les écoles, justement, accueillir des stagiaires. C'est un plan de communication, et ça dépend aussi de l'attractivité. Donc on ne peut pas non plus attendre que toutes les candidatures viennent d'une mobilité interne. Quelqu'un vient de réagir exactement dans ton sens, pour le coup. Bon, il y a encore plein de questions, j'en aurais aussi à titre personnel, mais peut-être vous donner la parole directement depuis la salle, si certains sont plus à l'aise avec l'exercice oral. En général, il faut que quelqu'un se lance. Pas de souci. Bon, on peut continuer avec Slido, moi ça me va très bien, mais enfin bref, je ferai de temps en temps, je vous tendrai le micro à certains moments. Quelqu'un pose une question un peu provocatrice et j'aime beaucoup. Est-ce que c'est pas un effet de mode, ou est-ce que c'est une véritable orientation ? C'était une provocation, mais je ne pense pas que ce soit un effet de mode, parce que c'est une démarche qui a été initiée par cette direction générale
depuis avant même la prise de poste ici. C'est sur des établissements qu'il occupait avant, et l'équipe aussi. Et personnellement, c'est aussi un des attraits qui m'a fait postuler sur le CH de Béziers, cette démarche égalité homme-femme. C'est quelque chose de profondément ancré en nous, et en tout cas au niveau des personnes qui pilotent ce projet et qui communiquent sur ce projet. On essaye c'est pas qu'on essaye, beaucoup de personnes adhèrent à cette idée. C'est évidemment pas anodin que le ministre délégué à la Santé soit venu pour cette question au sein de l'hôpital de Béziers. Voilà, c'est une question qui se veut provocante, mais qui effectivement remue des choses bien profondes en chacun de nous. Mais on est là pour tout dire, hein, c'est ça aussi les choses. Ouais, et je vais répondre d'une façon provocante aussi, parce qu'il y a quelques années, on m'avait dit la même chose pour le développement durable. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît les enjeux, les contraintes. Et voilà, donc on en parlera dans quelques années. C'est une très bonne réflexion. Si c'était un effet de mode, ce serait bien dommage, parce que ça voudrait dire qu'on ferait marche arrière. Et effectivement, faire marche arrière pour nous les femmes. Je suis désolée de nous mettre en avant, surtout dans un milieu logistique qui était profondément masculin. Voilà, on retournerait à des temps archaïques où il y aurait des vraies différences. Quelqu'un a réagi un peu dans ce sens, c'est au-delà des centres hospitaliers, les questions de l'égalité femmes-hommes, c'est dans la logistique de manière générale ou dans les métiers un peu avec... Et alors, je ne me suis pas trop attardée parce qu'il y a quand même des obligations. L'index égalité, par exemple, maintenant, il est imposé pour les entreprises de plus de 50 salariés, et qu'elles soient publiques ou privées. Donc, il y a un contexte aussi réglementaire. Nous, ça a été une démarche volontaire, mais il y a quand même tout un cadre réglementaire. J'aurais peut-être une dernière question. On parle beaucoup des fractures générationnelles. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes générations au sein des équipes sont plus sensibles à ce genre de projet que les plus anciennes générations, ou pas du tout? Je ne suis pas sûre, même si je pense que c'est plus naturel pour eux. En fait, c'est juste une question de culture et de la façon aussi. Bon, quelqu'un qui a 50 ans n'a pas eu la même éducation, n'a pas peut-être grandi dans un même environnement. Leur mère, peut-être pour la plupart aussi, elles étaient femmes au foyer, des choses comme ça. Aujourd'hui, la plupart des couples, la femme travaille aussi. Donc, c'est quelque chose peut-être qui se fait plus naturellement, mais je ne dirais pas qu'ils sont moins machistes, en fait. Ça se voit encore chez les jeunes, bien sûr. Donc, c'est jamais gagné, je pense. Et l'inverse aussi, attention. L'inverse, c'est vrai, oui, tout à fait. Bien sûr. Mais toute dernière question, dans un établissement engagé sur l'égalité femmes-hommes, quelle est la répartition du CODIR? Est-ce que c'est 50-50? Ah non, c'est plus que ça. Plus de femmes? Voilà. À Béziers, les hommes, ils sont sous-représentés. D'accord, c'est bien. Au niveau des directions. C'est de la discrimination positive, comme on dit. Donc, on doit travailler aussi. Alors, c'est jamais parfait, mais en plus, c'est ce que j'ai dit, il faut que ça soit aussi dans les deux sens pour que ça ait du sens pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une démarche pour les femmes, c'est une démarche d'égalité pour tout le monde. Ouais. Donc, un grand merci à toutes les deux pour cette belle présentation, ce projet. Je vous demande de de les applaudir. Merci. C'est bien.